Les images que vous voyez, c'est ce qu'on trouve quand on tape Airsoft sur YouTube. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on en était arrivé là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'histoire de l'Airsoft. Pour commencer notre histoire, il faut remonter en 1880 aux États-Unis avec un certain Clarence Hamilton. Il est horloger et inventeur et lance en 1882 son entreprise de production et de distribution de moulins à vent qu'il a imaginé quelques années plus tôt. Cependant, son projet connaît des difficultés à cause d'une logistique de transport compliquée due au fait que les moyens de transport pour de tels engins sont coûteux et difficiles à mettre en place à cette époque. L'entreprise est à deux doigts de faire faillite, mais l'inventeur et ses équipes se battent pour éviter la fermeture. Clarence Hamilton a donc une idée. Pourquoi ne pas se servir de son entreprise de fabrication de carabines située plus loin dans la rue pour propulser les ventes de ses moulins à vent? D'autant plus que M. Hamilton a récemment créé une carabine à air comprimé entièrement en métal, de la carcasse jusqu'au ressort. Ce dernier l'a fait essayer à un ami et collaborateur qui s'exclame « Bon sang, c'est une marguerite !» sûrement dû à l'air expulsé en sortie de canon qui prend la forme d'une marguerite. C'est là que naît l'entreprise Daisy, et pour remonter les ventes du moulin et fidéliser ses clients, l'entreprise d'Hamilton offre une carabine à chaque acheteur de moulin à vent. Et croyez-moi, offrir des cadeaux dans l'Amérique des années 1800, début 1900, c'était presque du jamais vu. Un génie du marketing en son temps, Daisy est en concurrence directe avec une autre entreprise d'armement à air comprimé nommé Markham Air Rifle Company. Et là, vous vous dites sûrement, mais attends, il nous parle de fusil à air comprimé, et moi je voulais savoir l'histoire de l'Airsoft. Et là où je veux en venir, c'est qu'on a pour la première fois un système de propulsion de bimétallique via un ressort qui comprime de l'air dans un système en métal fiable et efficace. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque notre produit marketing commercialise plus tard la célèbre Red Ryder, inspirée des histoires de cow-boy, un fusil pour lequel il va faire une communication axée sur les enfants et les jeunes adolescents afin qu'ils recréent les meilleurs scénarios de western chez eux, dans leur jardin ou dans la rue. Oui, je ne vous apprends rien, mais aux États-Unis, offrir une arme à feu à un enfant, c'est comme offrir un vélo à la communion du petit Timothée en France. Cependant, on commence à apercevoir une sorte de jeu de simulation utilisant donc des armes à projectiles propulsés par air. On se rapproche donc de ce pourquoi vous avez cliqué. Avançons dans le temps pour arriver en 1945, après des années à se tirer dessus avec des carabines Daisy et 2 guerres mondiales plus tard, les soldats américains rentrent au pays et quelques mois après, sous l'impulsion d'une guerre finie, plein de bébés pointent le bout de leur nez et on appellera ça le baby boom. Soucieux de vouloir occuper leurs enfants et ayant grandi avec des carabines à air comprimé comme jouet fétiche, 2 Américains créent l'entreprise Mattel. Ces derniers et leurs équipes imaginent donc une tonne de jouets allant de la poupée aux engins de pompiers, mais surtout aux pistolets et autres fusils factices. Cette fois-ci, pas la peine de se crever les yeux avec des billes de plomb, le son d'une vraie arme fera l'affaire grâce au pistolet à capuchon, aussi appelé pistolet à claquement. Mais l'homme n'étant jamais satisfait, les pères américains aimeraient bien voir leur fiston tirer sur des cibles sans risquer de se blesser ou de casser le transistor familial. Mattel innove donc et lance plusieurs jouets permettant de tirer des petits projectiles en plastique ou en caoutchouc. Plusieurs sociétés se lancent sur le marché et nous arrivons au moment où la Rayline Zebra 2 sort. Ça y est, c'est officiellement le premier lanceur à billes propulsé par un système de ressort emprunté des carabines à air comprimé imaginé par notre cher Clarence presque une centaine d'années auparavant. C'est donc le premier Spring Airsoft ayant vu le jour. Estimez-vous heureux avec votre TAC 41 actuel qui développe presque 2 joules. Pour ce qui est du Zebra 2, nous n'avons pas de données techniques concernant sa puissance, mais une chose est sûre, aucun enfant ne se blessait avec. Partons maintenant de l'autre côté de l'océan, au Japon, car c'est ici que les choses sérieuses commencent. Après avoir reçu 2 bombes nucléaires de la part des États-Unis et avoir capitulé, le Japon se retrouve occupé par les soldats américains qui amènent avec eux toute la culture de leur pays. Les Japonais découvrent donc le Coca, le McDo et bien sûr les jouets américains. Vous voyez où je veux en venir? En même temps, les États-Unis obligent le Japon à se séparer de sa force militaire et donc de complètement désarmer le pays avec la mise en place de l'article 9 de la Constitution de 1946. Les Japonais doivent donc rendre leurs armes, eux qui pourtant ont comme mœurs d'afficher fièrement dans leur salon leurs armes et ça depuis l'époque des samouraïs. Les Japonais étant très attachés à ce que représentent les armes et étant très ingénieux, il leur faut trouver un moyen de continuer à s'adonner à leur passion. C'est comme ça que les répliques d'armes à feu complètement inopérantes et à monter soi-même voient le jour grâce à la MGC qui commercialise des packs d'amélioration permettant aux Japonais de rendre bien plus réalistes les jouets importés des États-Unis. L'entreprise MGC crée ensuite le premier pistolet totalement imaginé et fabriqué par leurs soins en répliquant un pistolet japonais utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, le Walter VP2. Nous étions bien loin des pistolets Mattel importés sur l'archipel depuis l'occupation américaine. En effet, cet objet a monté soi-même utilisait des nouvelles technologies permettant à la culasse d'être en mouvement. Nous pouvons retirer le chargeur et cela plaît aux Japonais qui commençaient à perdre espoir en ce qui concerne leur passe-temps favori, l'utilisation et la collection d'armes à feu. Nous sommes toujours sur un pistolet à capuchon, mais il n'a rien à voir avec les jouets proposés quelques mois auparavant et c'est un véritable carton qui propulse ce nombre d'utilisateurs. Et pendant que les
Japonais cherchaient à rendre réalistes leurs jouets de collection, une entreprise était en train de grandir et d'élargir sa gamme de produits. Vous savez bien sûr de qui je veux parler, Tokyo Marui. Et oui, cette entreprise qui fabriquait des jouets en plastique de bonne facture étudie des nouvelles opportunités qui s'offrent à elle sur le marché afin de maintenir son développement. C'est là qu'ils vont se pencher sur les répliques d'armes et rentrer sur le marché, mais on y reviendra après. En même temps, la MGC, qui a elle aussi évolué grâce à un nombre de clients en forte croissance, lance des événements autour du modélisme d'armes. Ces événements s'articulent autour de concours de rapidité de tir sur cible. Les outils utilisés sont bien sûr leurs répliques qui se vendent comme des petits pains. Avec l'évolution des technologies, les projectiles sont maintenant des petites billes en plastique jaune. Ça occupe les Japonais, mais ils n'étaient pas pleinement stimulés. Ça tombe bien, puisque grâce à l'intermédiaire d'un magazine appelé Combat Magazine, les Japonais découvrent une activité pratiquée par leurs occupants dans leur pays, les Survival Games. C'est un jeu dans lequel les participants sont placés dans une zone limitée avec des répliques afin de se toucher avec les projectiles, et le dernier à ne pas être touché est déclaré vainqueur. Il n'a pas fallu longtemps pour que les Japonais créent leur propre interprétation de la chose et lancent les Subaibaru Gemu. Cependant, la technologie Spring étant exclusivement utilisée, les joueurs ont vite fait de chercher de nouvelles technologies afin de ne plus être dépendants de leurs répliques, tirant à coup par coup et n'étant pas très performants. C'est là qu'un homme s'est penché sur les possibilités pour développer une technologie permettant d'améliorer la puissance des répliques, mais aussi avoir la possibilité de tirer en semi-auto ou en automatique. Et c'est là que Ichiro Nagata crée un lanceur fonctionnant au gaz, et c'est la première réplique gaz blowback de l'histoire, le JAK Master Battle. En attachant une petite bouteille à gaz à l'arrière du lanceur, cela permettait à son utilisateur de disposer d'un moyen de tir automatique ou semi-automatique et plus performant que les produits concurrents, utilisant eux un simple ressort. C'est la première fois qu'on utilisait le terme soft air gun. De plus, le lanceur respectait les réglementations japonaises concernant la puissance tout en permettant des résultats bluffants pour l'époque. Le Master Battle a connu un succès instantané mais était très cher, l'équivalent actuel de 2000$. Il fallait donc trouver une alternative moins chère à produire et pouvant encore plus inonder le marché. C'est là qu'on revient à notre cher Tokyo Marui qui vient tout juste de terminer la construction d'une usine dédiée uniquement à la création de répliques d'airsoft afin de satisfaire les joueurs de Survival Game version japonaise. La première réplique sortie de l'usine était le Luger PO08. C'était une réplique à ressort, certes, mais avec leur expertise sur le moulage des pièces et la transformation de plastique grâce à leur ancienneté dans la création de jouets, Tokyo Marui propose ce Luger pour seulement 15$ de l'époque. C'est une révolution dans le monde de l'airsoft qui se dessine petit à petit à ce moment-là. Le chargeur de la réplique pouvait contenir 16 billes et malgré une construction en plastique, la qualité de fabrication Tokyo Marui était déjà une référence tant en termes de qualité que de réalisme. Ici, pas question de parler de hop-hop ou autre fantasy, mais pour 15$, que demander de plus? Sous l'impulsion de Tokyo Marui et voyant l'engouement grandissant autour de la pratique du survival game ou encore du tir sur cible traditionnel, de nombreux acteurs apparaissent sur le marché. Et quel est l'avantage d'un marché concurrentiel? L'innovation. C'est comme cela que l'entreprise MGC, qui avait accumulé un peu de retard technologiquement parlant, décide de lancer le Browning MaxiComp, qui est la première réplique de pistolet à gaz inséré directement dans le chargeur, tout en étant blowback et basé sur une arme réelle. Et pour les anciens clients qui souhaitaient garder le plaisir d'assembler soi-même sa réplique, la société LS commercialise des répliques en kit. Cela permet à LS de distribuer partout dans le monde ses répliques puisqu'elles transitent en kit à travers le monde. C'est la mondialisation de la pratique de l'airsoft. Afin de fiabiliser et d'améliorer la technologie, Tokyo Marui, grâce à son pôle recherche et développement, met au point la première réplique AEG disposant d'une gearbox électropneumatique fonctionnant grâce à une batterie empruntée à leur branche de voiture radiocommandée. C'est le début d'une nouvelle révolution pour l'univers de l'airsoft car il rend encore plus accessible la pratique en tirant avantage d'une autonomie accrue, d'un fonctionnement simplifié et d'une fiabilité renforcée. Bienvenue au FAMAS F1. Tout cela nous emmène dans les années 80 et on va rapidement faire un point sur la situation. Tokyo Marui vient de révolutionner la pratique de l'airsoft avec sa première réplique automatique et électrique. MGC produit les répliques les plus réalistes qui soient et LS inonde le marché mondial avec des répliques à monter chez soi et livrées en kit. C'est le premier âge d'or pour le marché de l'airsoft, mais vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose? Les licences des vrais armuriers. C'est ainsi que MGC commence à commercialiser des Colt 1911 sous licence et cela plaît aux amoureux de réalisme et anciens combattants. Ce n'est pas tout car c'est durant les années 80 que les pièces d'upgrade et de personnalisation sont introduites sur le marché. C'est de manière non officielle la création du Hi-Kappa tel qu'on le connaît aujourd'hui. En même temps, les films d'action tels que Piège du cristal ou encore Rambo pointent le bout de leur nez et les fabricants le sentent, il faut créer des répliques que les gens voient dans les films. MGC sera alors une gamme spéciale de répliques tirées des meilleurs films d'action et encore une fois, c'est un carton. Petite anecdote, c'est également à ce moment que les réalisateurs se mettent à utiliser des répliques d'airsoft dans leurs films par souci de budget et surtout parce que les répliques sont de mieux en mieux conçues. De plus, les effets spéciaux commencent à se développer et cela permet d'utiliser nos chères répliques qui répondent donc au cahier des charges du cinéma moderne. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, l'âge d'or se termine avec une crise économique au Japon et le seul survivant parmi les trois mastodontes qui étaient MGC, LS et Tokyo Marui et ce dernier au logo bleu et blanc grâce au développement intense de sa technologie électrique. Ils ont également introduit des pièces interchangeables entre leurs répliques telles que les chargeurs et d'autres éléments, chose qui était impossible il y a quelques années avec des répliques utilisant des pièces et accessoires propriétaires. Bien sûr, la véritable révolution après la Gearbox et qui a permis à Tokyo Marui de survivre à la crise, c'est la technologie hop-up. Malgré tout, Tokyo Marui avait du souci à se faire car à Hong Kong, un acteur majeur de l'airsoft des années 90 et même 2000 allait investir le marché avec un argument de taille. Des répliques full metal bénéficiant des licences, de la fiabilité et de l'efficacité. Je veux bien sûr parler de Classic Army. Leur réplique
étant tellement réalistes qu'elles ont commencé à être utilisées par certaines armées et polices afin de réaliser des simulations, ce qui a donné l'idée à nos airsofters de l'époque de créer de réelles simulations de combat, aujourd'hui appelées MILSIM, qui est l'acronyme de Military Simulation. Dans ce type d'airsoft, il est question de coller au maximum à la réalité des différents combats militaires afin de ressentir encore plus d'adrénaline et de ne plus simplement jouer mais de chercher une expérience la plus réaliste possible. Traversons à nouveau l'océan pour se rendre en Europe où l'airsoft se développe avec un peu de retard au vu de la situation géographique du continent par rapport au Japon. Autrement dit, il faut le temps que les technologies soient distribuées et exploitées et également, selon les pays, les rapports aux armes et répliques étant plus craintifs, cela freine le développement de la pratique. C'est là que deux amis danois, joueurs d'airsoft, y voient un potentiel au vu de l'engouement grandissant vis-à-vis de la discipline en Europe. La société ASG voit le jour en 1998 et vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de cette marque, qui est plutôt boudée par les joueurs dû à une réputation de mauvaise qualité de la plupart de leurs répliques. Et bien tout simplement car c'est eux qui sont à l'origine des standards de beat jeu tels qu'on les connaît maintenant. Je veux bien sûr parler des billes de précision, bien plus performantes et efficaces que l'étaient les billes d'avant. Les billes ASG sont elles aussi une sorte de révolution à leur introduction sur le marché. On peut aussi noter que la première réplique 100% conçue et créée en Europe était le Scorpio Evo, tout droit sorti des usines de la marque. Enfin, depuis le début des années 2000, d'autres évolutions ont été apportées et la pratique bénéficie d'une constante montée en popularité. Mais qu'est-ce qui différencie l'airsoft actuel de l'airsoft d'il y a 20 ans? Le premier point, c'est une législation plus précise mise en place dans certains pays comme la France, la création d'entreprises en ligne spécialisées dans la distribution de produits, la multiplication d'acteurs sur le marché qui poussent les fabricants à innover sans cesse et produire des répliques de qualité pour des prix moindres, une communauté associative qui fait vivre la pratique, des parties de plus en plus immersives et développées, l'arrivée des grosses OP comme Berget ou encore Border War en Europe, des items de jeu électroniques et connectés, l'arrivée du Speedsoft, qui connaît actuellement une montée de sa popularité grâce à une forte communauté aux États-Unis et le lancement de circuits compétitifs un peu partout à travers le monde. Et bien sûr, un des éléments majeurs qui propulse l'Airsoft en 2024, ce sont les réseaux sociaux qui permettent de partager tout un tas de contenus et d'interactions autour de notre passion commune. Et voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura été enrichissante pour votre culture de l'airsoft et surtout qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier la chaîne YouTube Origins qui m'a permis d'emprunter pas mal d'infos de leurs vidéos traitant le sujet et finalement cette vidéo reprend une bonne partie de ce qu'ils ont dit en traduisant en français et en apportant des petites choses supplémentaires. Si vous comprenez un peu l'anglais, je vous invite à aller voir cette série de vidéos qui rentre un peu plus en détail sur certains points du sujet. Voilà, je vous invite aussi à liker et commenter si la vidéo vous a plu, également à apporter des précisions si vous avez des infos supplémentaires que je n'ai pas partagées et toutes mes sources seront en description. N'hésitez pas également à aller checker mon profil TikTok, je donne des conseils pour choisir ses répliques selon les catégories et je vous retrouve pour de prochaines vidéos.